Bonsoir à tous. Je vois que le public ne faiblit pas au-delà de la première conférence de ma série de cours sur l'Asie. C'est un plaisir de vous revoir tous. Aujourd'hui, je voudrais aborder la question du peuplement de l'Asie par les premiers hominines qui y sont arrivés. Mais avant cela, je voudrais faire un développement sur le rôle de la géographie et du climat dans ces processus de peuplement et les processus d'évolution. Et dans le fond, le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que l'évolution humaine, ça n'est pas simplement regarder l'anatomie de fossiles pour essayer de comprendre comment ils se sont modifiés au cours du temps, comment leur anatomie a changé, mais surtout mettre en relation l'environnement, la biologie, et puis aussi, on le verra à la fin de cette série de cours, le comportement, la technique, la culture au sens large. Et c'est l'interaction de tous ces aspects dans lesquels les hommes ont évolué, dans le fond, qui forment le mécanisme du changement. C'est en fait la façon dont la paléoanthropologie moderne se conçoit depuis que certains précurseurs comme Clark Howell ou Richard Klein ont mis l'accent sur ces aspects environnementaux. Donc je vous remontre cette vue de l'espace de l'Asie et nous allons maintenant visiter ce continent à travers le temps et puis aussi sous des climats différents pour voir comment il a changé. Mais avant de nous engager dans cette visite de l'Asie pléistocène, puisque c'est de cela qu'il s'agit, derniers 2 millions d'années essentiellement, à peine plus, je voudrais commencer ce cours en vous montrant une petite vidéo qui va nous emmener beaucoup plus loin dans le temps, 100 millions d'années avant le présent. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est le rôle de la tectonique des plaques et de la dérive des continents dans la formation du continent asiatique et vous montrer, dans le fond, comment la tectonique, qui paraît quelque chose très très loin de l'évolution humaine, j'allais dire de la condition des hommes, puisqu'il s'agit de processus très longs et très lents, et bien comment cette tectonique des plaques, en fait, a de l'importance pour la vie sur Terre, a de l'importance pas seulement dans la distribution des espèces vivantes, mais aussi une influence très grande sur le climat. Et vous savez que le climat, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Donc, nous voilà il y a 100 millions d'années. Alors, je pense que vous avez un peu de mal à reconnaître l'Asie, mais l'Asie est là. Hein, c'est ce bout de terre avec des mers épicontinentales. Et l'Asie prolonge un continent qui part vers l'ouest et qui englobe l'Europe et qui commence à se séparer de l'Amérique du Nord. C'est un continent qu'on appelle l'Eurasie. Et dans l'hémisphère sud, eh bien, il y a un grand continent qu'on a appelé le Gondwana, qui a commencé à se fragmenter il y a environ 160 millions d'années. Et ce vaste continent de l'hémisphère sud comprenait l'Amérique du Sud, l'Afrique, donc ça c'était vraiment les gros morceaux, mais aussi d'autres plaques continentales. Ici, vous reconnaissez peut-être l'Australie, l'Antarctique, et puis cette plaque qui se trouve ici, c'est l'Inde. Et l'Inde va traverser cette mer immense, qui est à peu près à l'endroit où se trouve l'océan Indien aujourd'hui, et qu'on appelle la Thétis ou la Mésogée, la mer du milieu. Et au cours des derniers 100 millions d'années, ce à quoi on assiste, c'est une fermeture de cette mer. Alors, vers l'ouest, c'est la contraction de la Méditerranée. Et puis, lorsque l'on va vers l'est, excusez-moi, eh bien, c'est la remontée des fragments de ce grand continent qui comportait la plaque indienne, la plaque australienne, l'Australie. Alors, ce qu'on observe pendant ce processus, eh bien, c'est une dérive assez rapide de l'Inde vers le nord,
vous allez voir aussi que l'Australie aussi va remonter. Et dans la région qui correspond plus ou moins à l'Asie centrale et à l'Europe de l'Est d'aujourd'hui, eh bien, vous voyez qu'il y a des mers épicontinentales. On appelle ça la parathétis. Ce sont des sortes d'appendices de la thétis qui vont graduellement s'assécher. Vous allez voir que ça a une grande importance. Vous voyez, l'Inde remonte à toute allure, si je peux dire, ça prend quand même quelques millions d'années. Hein. Et cette Inde qui se précipite vers le continent asiatique, eh bien, va non seulement entrer en collision avec le continent asiatique il y a à peu près 45 millions d'années, mais va littéralement rentrer dans le continent asiatique, et surtout la plaque indienne va passer sous la plaque asiatique, et en passant sous la plaque asiatique, donc ces plaques flottent sur le manteau, hein, qui est plastique, eh bien, en passant sous la plaque asiatique, eh bien, elles vont soulever une partie. Et c'est ainsi que vont se former l'Himalaya, d'une part, et puis le haut plateau tibétain juste en arrière. La région du monde où aujourd'hui on a les sommets les plus importants. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a deux plaques continentales qui sont empilées l'une sur l'autre à cet endroit-là. Et ce phénomène va avoir des conséquences extrêmement importantes pour le climat, pour la géographie et donc pour les peuplements animaux et les peuplements humains. Donc voilà encore cette trajectoire de l'Inde, ce passage de l'Inde sous la plaque eurasiatique. Vous avez ici un schéma qui vous montre comment cette plaque indienne passe sous le continent asiatique et soulève des formations qui en fait, des formations géologiques qui entouraient des îles, hein, qui séparaient cette plaque indienne du continent asiatique il y a 45 millions d'années. Donc on a des îles aujourd'hui qui sont à 8000 mètres d'altitude, qui ont été poussées par cette collision. On a un front donc, de montagne, cet arc himalayen très très élevé, et puis en arrière, des régions qui sont beaucoup moins mouvementées du point de vue tectonique, mais qui ont été quand même soulevées de toute l'épaisseur d'une plaque. Alors, cette structure géographique a évidemment une importance très grande pour l'histoire du peuplement. Pourquoi? Eh bien, parce que finalement, vous voyez que quand on sort d'Afrique, eh bien, pour peupler le continent asiatique, eh bien, dans le fond, il y a deux voies qui s'imposent. Une voie au sud du continent qui passe sous l'Himalaya, et puis une voie qui passe au-dessus du plateau tibétain. Quand je dis au-dessus, je veux dire plus au nord, et qu'on appelle la voie du Nord, d'ailleurs, hein, pour différents épisodes de peuplement. Alors, c'est une situation qui va se présenter à plusieurs périodes. On va en parler à propos des Homo erectus. On va en parler beaucoup aussi quand les Homo sapiens vont sortir d'Afrique et vont peupler ce continent asiatique. C'est une situation qui est un peu symétrique de celle qu'on trouve en Europe avec l'arc alpin. Et l'arc alpin, lui aussi, a séparé deux voies de peuplement de la partie occidentale de l'Eurasie, une voie méditerranéenne et puis une voie danubienne et nord-alpine. Sont des voies qui ont été utilisées par les premiers Homo sapiens qui sont arrivés en Europe et qu'on va retrouver, qui va fonctionner à nouveau, par exemple, lors de l'expansion du néolithique, donc à des périodes beaucoup plus récentes. Cette tectonique des plaques, donc, elle affecte la géographie, mais elle affecte aussi le climat. Et elle affecte le climat, pourquoi? Eh bien parce que vous allez voir qu'on a des écosystèmes très très différents au sud et au nord de l'Himalaya, en grande partie parce que l'Himalaya et le plateau tibétain représentent donc cette barrière géographique très importante et vont arrêter les pluies qui viennent de l'océan Indien. Et donc en arrière de cet arc, en Asie centrale, on a des territoires
qui sont beaucoup plus secs, beaucoup plus arides, avec des déserts très importants. Et au cours du Pléistocène, eh ben, en fonction des conditions climatiques, cette voie au nord du Tibet, au nord de l'Himalaya, eh bien, sera praticable ou ne sera pas praticable en fonction de la température et surtout de l'hygrométrie. Et puis alors, au bout de ce continent asiatique, à travers la Chine, entre le sud-est asiatique et puis le nord de la Chine, eh bien, là, il y a aussi des voies de circulation possibles. Vous verrez que dans cet Extrême-Orient, c'est plutôt le climat et les écosystèmes qui peuvent jouer le rôle de barrière que des barrières physiques très impressionnantes comme l'Himalaya. Alors avant de s'intéresser à cet Extrême-Orient, je voudrais vous remontrer quelque chose que j'ai montré, en tout cas à ceux qui ont assisté à certains de mes premiers cours, sur l'influence de cette tectonique des plaques, notamment lors de la fermeture de la Mésogée et de la réduction de la Parathétis. Donc la Parathétis, c'est cette mer continentale qui se trouve à la fin, au milieu et à la fin de l'ère tertiaire sur l'Europe de l'Est et puis une partie de l'Asie centrale. Donc c'est une mer continentale qui, à cause de la collision de l'Afrique, qui, un peu comme l'Inde, mais de façon beaucoup moins, j'allais dire, poussée, rentre en collision avec cette masse continentale qui est plus au nord. Et donc on a une contraction de toute cette région. Et un des effets de cette réduction de la Parathétis, ça va être une profonde modification du climat, et en particulier ces zones que vous voyez ici au nord de l'Afrique, qui déjà à la fin de l'Oligocène et au début du Miocène sont des zones qui sont relativement arides, eh bien, vont au cours de l'ère tertiaire devenir de plus en plus arides parce que ces étendues marines situées plus au nord disparaissent, et surtout parce que cette ligne que vous voyez ici, qui s'appelle la zone de convergence intertropicale, on va en reparler à l'instant, qui est la zone vers laquelle remonte la mousson d'été en Afrique, eh bien, cette zone de convergence intertropicale, eh bien, graduellement va descendre de plus en plus vers le sud. Et donc à partir du Miocène, on a dans le nord de l'Afrique, eh bien, des dunes, et c'est l'amorce du Sahara. Et ce Sahara, eh aujourd'hui, c'est avec la région de la péninsule arabique, le plus grand désert qui existe. Hein. C'est un désert immense. Hein. La surface du Sahara, c'est quelque chose comme les États-Unis d'Amérique. Hein. C'est pas rien. Je vous montre ça pour vous me direz, on est très loin de l'Asie. Pas tellement, parce que c'est surtout pour vous montrer que dans ce système-là, la péninsule arabique, qui est le début de l'Asie, eh bien, en fait, se comporte comme l'Afrique. Et c'est un problème récurrent, on aura souvent à en parler, du point de vue des peuplements humains, du point de vue des faunes. Très souvent, eh bien, cette péninsule arabique apparaît plus comme une partie de l'Afrique que comme une partie de l'Asie. Alors revenons à cette zone de convergence intertropicale. On lui a donné des tas de noms, hein, la zone intertropicale de convergence, le front intertropical, la zone de convergence équatoriale, etc. etc. De façon plus prosaïque, c'est ce que les navigateurs appellent le poteau noir. Hein. Quand vous voulez traverser l'Atlantique, surtout pour aller vers les Antilles ou l'Amérique du Sud, eh bien, il y a une zone où les alizés convergent, ceux qui viennent de l'hémisphère sud et ceux qui viennent de l'hémisphère nord, et c'est une zone de calme absolu dans laquelle il n'y a pas de vent. C'est très embêtant quand on traverse l'Atlantique à la voile. Alors cette zone de convergence intertropicale, qui correspond plus ou moins à l'équateur terrestre, plus ou moins, en fait, en fonction du cycle des saisons, va se déplacer vers l'hémisphère nord ou vers l'hémisphère sud. On voit que ces déplacements
dans la zone Pacifique ou sur l'Atlantique sont des déplacements relativement modestes, ça fluctue un peu autour de l'équateur. Par contre, dans la région de l'océan Indien, là, il y a une variation très très forte, nord-sud, de la position de cette zone de convergence intertropicale. Et c'est ce mouvement nord-sud de cette zone de convergence qui va entraîner un phénomène de mousson extrêmement marqué dans le sud de l'Asie. Donc c'est un phénomène qui intéresse surtout l'Inde, le sud-est asiatique et puis le sud de la Chine. Et en gros, la mousson, c'est quoi? Eh bien, quand la zone de convergence intertropicale remonte vers le nord, eh bien, ces alizés qui balayent l'océan Indien, qui donc sont chargés de vapeur, qui circulent au-dessus d'un océan qui est un océan chaud, eh bien, vont amener des quantités considérables d'eau sur ces zones de l'Asie et vont être arrêtés par notre Himalaya, qui va donc servir un petit peu de bouclier, si on veut, et arrêter toute cette eau qui va se déverser et finir dans des fleuves absolument colossaux de l'Inde et du sud-est asiatique. Et donc plus haut vers le nord, au contraire, on a une zone qui est relativement sèche. Alors tout ça, évidemment, va se traduire dans les paysages, va se traduire dans les faunes, et donc on a en Asie une très grande diversité d'écosystèmes, bien plus grande que ce que l'on a à l'extrémité ouest de l'Eurasie, encore une fois, essentiellement à cause de la présence de l'Himalaya et du plateau tibétain, qui représente une zone de haute pression très très forte, et puis aussi à cause de ce phénomène de mousson qui va rendre le quart sud-est de l'Asie extrêmement humide, avec un couvert végétal très, 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 très important. Et donc, quand on se promène visuellement sur cette carte, eh bien, on a ici à l'ouest cette péninsule arabique qui, en gros, est un morceau du Sahara, mais qui géographiquement appartient à l'Asie. Et puis, en se déplaçant vers l'est, on va connaître jusqu'au milieu de l'Inde des environnements qui sont des environnements tropicaux mais relativement secs, avec quand même des phénomènes de mousson qui peuvent affecter par exemple des territoires comme Oman, où il y a une petite mousson. Et puis quand on arrive dans le sud-est asiatique, là on arrive dans des forêts tropicales plus ou moins denses qui couvrent donc tout le sud-est asiatique, une partie du pied de l'Himalaya, ici à l'ouest, toute l'Indonésie, et qui pénètre assez loin en Chine. Et au-dessus du plateau tibétain, là, on a des environnements qui sont des environnements continentaux beaucoup plus secs, avec des paysages de steppes, et puis quand on arrive vraiment très au nord, des paysages de taïga. Et donc c'est dans ce genre d'environnement que les faunes ont évolué au cours du Pléistocène, et on a donc des domaines zoogéographiques, c'est-à-dire des ensembles d'animaux qui sont très différents entre le nord et le sud de l'Asie, essentiellement à cause de ces différences climatiques et ces différences de végétation. Une région qu'on appelle la région paléarctique, qui d'ailleurs se prolonge vers l'ouest très loin, hein, en Europe, on est en grande partie dans la région paléarctique. Et sous cette région paléarctique, donc encore une fois, sous la ligne de l'Himalaya et puis à travers la Chine au niveau des monts Qinling, eh bien, on a une région qu'on appelle indo-malaise, où on va trouver une faune complètement différente, avec les animaux qu'on s'attend à trouver dans ce genre d'endroit. Alors on peut subdiviser cette région indo-malaise en une sous-région indienne, une sous-région indo-chinoise, une région qu'on appelle sondaïque, on va y revenir dans un instant,
Et puis un piémont himalayen qui représente un environnement très particulier, et puis la Chine, où il y a une espèce de cline de faune, avec un passage des régions paléarctiques vers cette sous-région indo-chinoise. Je vous parlais à l'instant de cette région sondaïque, des îles de la Sonde. Vous vous souvenez que dans ma petite animation, vous avez vu l'Australie remonter de très très loin, après s'être séparée de l'Antarctique, pour remonter de plus en plus vers le nord et dans le fond rejoindre, pas complètement encore, mais rejoindre le sud-est asiatique. Alors, l'Australie, c'est un morceau d'un grand bloc de territoire qui correspond à une première division du Gondwana. Et c'est un bloc qui comprenait l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Antarctique. Et ce bloc qui a eu pendant un temps assez long une évolution séparée du reste du Gondwana, a vu apparaître déjà au temps des dinosaures, donc pendant l'ère secondaire, des formes de mammifères tout à fait particulières. Et donc, quand on regarde les faunes fossiles, eh bien, on trouve en Australie, mais aussi en Amérique du Sud et en Antarctique, eh bien, des marsupiaux qui aujourd'hui, enfin du moins dont les descendants aujourd'hui, n'existent plus pratiquement que en Australie. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que l'Antarctique, malheureusement pour lui, a fini par se retrouver dans une zone climatique extrêmement défavorable aux marsupiaux. Et puis, l'Amérique du Sud, elle, s'est trouvée en contact avec l'Amérique du Nord. Et donc, il y a eu des échanges de faune entre ces mammifères qui avaient évolué dans la Laurasie, ce grand continent du Nord, Amérique du Nord, Europe, Asie, et puis ces marsupiaux qui avaient évolué dans le Sud, dans l'Amérique du Sud. Et donc, en Amérique du Sud, il reste très très peu de ces faunes de marsupiaux, mais on a par exemple l'opossum qui lui a pénétré en Amérique du Nord et qui est un vestige de ce passé marsupial de l'Amérique du Sud. Donc l'Australie, depuis des dizaines de millions d'années, se promène toute seule, si je peux dire, avec sa faune de marsupiaux. Et en remontant vers le nord, eh bien, il va se produire des contractions, des phénomènes tectoniques, avec l'apparition de nombreuses îles. C'est une zone de volcanisme très intense, aussi une zone avec beaucoup de failles, beaucoup de tremblements de terre. Et ces îles vont être parfois connectées, essentiellement à cause des baisses du niveau marin. Vous vous souvenez, on va en parler dans une minute, qu'au cours du Pléistocène, les changements climatiques ont entraîné des baisses très importantes du niveau marin. Pourquoi ? Eh bien parce que pendant les zones froides, les périodes glaciaires, eh bien, une grande partie de l'eau douce disponible sur Terre eh bien, était bloquée sous forme de glace dans des calottes glaciaires très importantes sur les continents, sur les massifs montagneux. Et donc cette eau, elle faisait défaut dans les océans. Et donc on a périodiquement, pendant les périodes glaciaires, des baisses très importantes, jusqu'à 120 mètres, des niveaux marins. Et donc on a périodiquement une immersion des territoires qui séparent ces îles. Et on peut distinguer trois zones. Une zone qu'on a appelée Sahul. Alors Sahul, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'Australie plus la Nouvelle-Guinée qui, pendant les périodes froides et les périodes de... Alors, il ne fait pas froid en Australie pendant ces périodes-là, il fait un peu plus sec, mais surtout ce qui se passe, c'est qu'il y a une baisse des niveaux marins très importante, et donc là, on a un bloc continental qui va de la Tasmanie à la Nouvelle-Guinée, et qui est peuplé par cette faune très, très particulière, cette faune où les marsupiaux dominent.
Et puis du côté continental, eh bien, on a une zone qu'on appelle Sunda, qui évidemment, ce terme vient de la sonde, et qui, depuis Sumatra, Java, Bornéo, réunit tout un ensemble de territoires sous forme d'une grande péninsule qui s'avance. Et entre les deux, des îles, encore une fois, qui sont très proches les unes des autres, parfois connectées, souvent elles restent quand même séparées. Et donc on va avoir deux zones, enfin, du point de vue zoologique, deux zones géographiques très différentes. Ici, une zone qui va être très, très influencée par les faunes asiatiques. Ici, donc, cette faune de marsupiaux. Et puis, entre les deux, une zone qu'on appelle Wallacea, qui est une zone un peu mixte, où on va trouver une pénétration dans un sens ou dans l'autre de ces faunes, en sachant que eh bien, certains animaux sont beaucoup plus, comment dire, ont beaucoup plus de facilité pour traverser des étendues marines et peupler des îles. Alors on a donné non seulement des noms à ces zones, mais on a aussi créé des lignes qu'on appelle la ligne de Wallace et la ligne de Lydekker. Donc en gros, la ligne de Wallace, c'est la ligne qui, à l'est, limite les faunes, j'allais dire, purement asiatiques. La ligne de Lydekker, c'est la ligne qui limite vers le nord-ouest les zones purement de type Australie, Nouvelle-Guinée. Et la ligne de Wallace, évidemment, a été nommée en l'honneur du concurrent de Darwin, qui a lui aussi, séparément et à la même époque, inventé, si je peux dire, l'évolution par voie de sélection naturelle. Alors, donc ça, c'est le cadre géographique actuel. Et maintenant, on peut se demander comment ce cadre a évolué dans le passé. Et je reviens à ce schéma qui vous montre les oscillations climatiques au cours des 5 derniers millions d'années. Vous voyez que ce n'est pas un paysage de tout repos. Le climat a énormément changé au cours des derniers 5 millions d'années. Je dirais même qu'il a changé de plus en plus. Alors cette courbe vous présente le passé à gauche, le présent à droite. Donc on va de gauche à droite. Et même si la courbe monte, eh bien, en fait, elle va vers des températures plutôt plus froides. Donc le froid est en haut, le chaud est en bas. La période qui nous intéresse pour l'Asie, ce sont les 2 derniers millions d'années, c'est-à-dire c'est la période pour laquelle on a des sites paléontologiques ou archéologiques qui livrent des traces de présence humaine. Et donc, ce que l'on observe à côté de cette montée vers des températures plutôt plus froides, et d'une façon générale, dans beaucoup de zones continentales, vers plus d'aridité, c'est ce qu'on observe en Afrique en particulier, vous voyez surtout que ces cycles climatiques voient leur périodicité et surtout leur amplitude changer. Donc, si on remonte il y a 2 millions d'années, on a des cycles climatiques qui sont des cycles assez courts, d'environ 40 000 ans. Et puis, on va connaître au cours du Pléistocène moyen, ça commence il y a environ 800 000 ans, ça prend un petit temps à s'installer, la mise en place de cycles qui sont des cycles climatiques glaciaires, interglaciaires, plus longs, de 100 000 ans, et surtout des cycles qui ont une amplitude très très forte, surtout au cours du dernier demi-million d'années. Et donc, ces cycles très très marqués, en Europe, en Amérique du Nord, eh bien, c'est ce qui va donner ces phénomènes glaciaires très très spectaculaires, qui évidemment n'ont pas le même genre d'effet dans l'Asie tropicale, mais quand même qui vont entraîner, et ça c'est un phénomène planétaire, des variations des niveaux marins très très importantes. Et donc on va voir dans les régions qui nous intéressent en Asie, à la fois le climat changer, alors surtout dans les latitudes moyennes et les latitudes élevées, c'est là que les changements sont le plus spectaculaires. Dans les zones tropicales, équatoriales, les changements sont plus amortis du point de vue climatique.
Par contre, les niveaux marins, ça va affecter énormément toute cette zone des îles de la Sonde, hein, cette zone de Sunda que je viens de vous montrer. On va commencer par le nord. Et alors, on s'imagine que pendant ces cycles glaciaires, quand il fait très froid, il ne fait pas très bon être là-bas, dans le nord, en Sibérie ou en tout cas au nord du plateau tibétain. Eh bien, en fait, peut-être pas. Quand on regarde les restes de faune qui viennent de ces régions-là, on voit que, en tout cas, pendant ce qu'on appelle le Pléistocène supérieur, disons pour faire simple, depuis à peu près 120 000 ans jusqu'à il y a environ 10 000 ans, 110 000, 10 000, eh bien on a, pendant cette période froide, plutôt froide du Pléistocène supérieur, on a sur toute une région qui couvre, en gros qui va des Pyrénées jusqu'à l'Alaska, hein, on a un paysage qu'on a appelé la steppe à mammouth qui se développe. Donc ce que vous voyez évoluer ici au cours du temps, c'est la présence de cet écosystème qui est représenté en rouge. Et puis les points noirs que vous voyez sur la carte sont les endroits où on a trouvé des mammouths, justement. Et donc, pourquoi on appelle cette steppe la steppe à mammouth? Pas seulement parce qu'on trouve des restes de mammouths dans cet environnement, donc c'est des animaux qui, j'allais dire, aiment le froid, mais parce que ces mammouths, en fait, d'une certaine façon, transforment eux-mêmes le paysage. Et ça, c'est un phénomène qu'on a un peu tendance à oublier, à passer sous silence. Les grands mammifères modifient le paysage, modifient la végétation par leur activité. Par exemple, en Afrique aujourd'hui, le fait qu'il y ait de moins en moins d'éléphants, c'est quelque chose qui affecte les paysages africains. Et on pense d'ailleurs que le type de paysage, le type d'environnement qui a existé à peu près partout sur Terre, là où il y avait des très grands mammifères pendant le Pléistocène, eh bien, nous n'en avons plus aucun équivalent aujourd'hui à cause de la disparition de ces grands mammifères. Et ça vaut pour l'Afrique aussi. Et donc, dans cette steppe à mammouth, on a en fait un environnement dans lequel il y a toute une variété d'animaux qui vivent, pas seulement des mammouths. Vous voyez ici un article assez ancien de collègues russes qui compare la pyramide des espèces dans une savane africaine avec les espèces que l'on trouvait dans cette steppe à mammouth eurasienne. Alors des mammouths évidemment, mais aussi des rhinocéros laineux, des grands cervidés, des chevaux, des bisons de steppe, des bœufs musqués, des antilopes saga, et puis tout un cortège de carnivores, des lions, des cavernes, des choses comme ça qui vivent sur cette faune-là, avec une biomasse très importante. Je ne sais pas si ceux qui avaient suivi mon cours sur l'extraction de l'énergie par les hominines se souviennent de ce concept de capacité porteuse, donc une capacité porteuse très importante. Alors, quand on remonte très loin dans le Pléistocène, cette capacité porteuse, j'allais dire, pour les hommes, elle n'était pas très importante. Pourquoi? Parce que, vous allez le voir, les premiers peuplements humains, enfin, en tout cas d'hominines, ne remontent pas très très loin dans les moyennes latitudes. Mais par contre, cette steppe à mammouth, qui est essentiellement connue donc, dans le Pléistocène supérieur, on pense qu'elle a joué un rôle important pour les Homo sapiens quand ils se sont répandus au-dessus des latitudes moyennes et qu'ils sont passés vers l'Amérique du Nord. Retournons dans les zones tropicales. Je repars de l'ouest vers l'est. Donc on a un Sahara qui est installé depuis le Miocène à cause de cette réduction de la parathétis, mais néanmoins, à cause de ces fluctuations climatiques au cours du Pléistocène, on a des mouvements de cette zone de convergence intertropicale. Et en particulier, pendant certains interglaciaires, par exemple, il y a un interglaciaire assez marqué qui est le stade isotopique 9 ou le stade isotopique 11,
donc on parle de périodes autour de 300 000 ans ou autour de 400 000 ans, eh bien, on a une remontée depuis le Sahel vers le Maghreb de la zone de convergence intertropicale. Donc, en gros, les moussons d'été qui viennent du golfe de Guinée remontent de plus en plus vers le nord. Et quand ce phénomène se produit, eh bien, on a ce que l'on appelle un Sahara vert, c'est-à-dire que ce Sahara, qui est un désert total aujourd'hui, eh bien, se couvre. Alors, n'exagérons rien, hein, ce n'est pas la Normandie. C'est une savane arborée avec des zones plus arides, plus stapiques, des petits coins de désert, mais quand même une zone qui est tout à fait favorable à des faunes tropicales de savane et aux hommes qui les chassent. Et vous voyez qu'autour du dernier interglaciaire, ici ce sont ces bandes grises que vous voyez en face de ces chiffres, vous présentent des périodes autour de 120 000 ans, de 100 000 ans, de 80 000 ans, périodes pendant lesquelles, dans les sédiments de la Méditerranée, on voit un afflux de matières organiques, et ces matières organiques, eh bien, elles sont apportées par le Nil et par d'autres fleuves qui viennent de l'Afrique et qui apportent dans la Méditerranée des matières organiques qui nous montrent que sur le continent, eh bien, l'environnement est très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà par exemple à quoi ressemble l'Afrique pendant un épisode de Sahara vert. C'est celui du dernier interglaciaire, il y a à peu près 125 000 ans. Vous voyez qu'il y a tout un réseau de rivières et puis surtout de très grands lacs qui se développent. Ce lac, c'est le lac Tchad, enfin c'est un méga lac Tchad hein, qui est absolument gigantesque, mais il en est d'autres dans le Sahara, dans différentes régions. Alors, encore une fois, pourquoi je vous montre cette carte du Sahara? Eh bien parce que la plaque la péninsule arabique, qui est une partie du Sahara, qui est en gros une partie de l'Afrique, va connaître exactement les mêmes phénomènes que le Sahara. C'est-à-dire que pendant qu'il y a des épisodes de Sahara vert, il y a des épisodes d'Arabie verte, hein, avec, toujours pareil, un réseau de fleuves parfois très importants et des lacs qui ont été découverts, dont on trouve les traces géologiques, et on voit des sites archéologiques qui vont du paléolithique inférieur, moyen, jusqu'au néolithique, autour de ces lacs, donc une présence humaine très, très importante. Donc on se déplace de ces environnements arides vers l'est pour voir ce qui se passe en Extrême-Orient. Alors en Extrême-Orient, là on est dans une zone où on est à la frontière entre la zone paléarctique, vous vous souvenez, cette zone avec des faunes qui sont des faunes tempérées, voire tempérées froides, et puis des zones qui sont de la forêt dense, de la forêt tropicale dense. Donc on a au cours du Pléistocène, ici c'est une carte de la Chine qui vous montre la variation de ces zones. Sans rentrer trop dans le détail, ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est que c'est surtout dans les moyennes latitudes et dans les latitudes élevées qu'on a des changements très spectaculaires. C'est-à-dire qu'on oscille entre des climats qui sont des climats tempérés chauds, et puis des moments où on a des déserts arides, voire des zones de permafrost, hein, c'est-à-dire des zones qui sont gelées en permanence. En tout cas, le sol est gelé en permanence, hiver comme été, et ne dégèle qu'en surface pendant la bonne saison. Le plateau tibétain, c'est une région donc, qui a connu en particulier pendant le Pléistocène supérieur, une période de froid quand même assez intense. On a longtemps cru que les hommes n'avaient pu pénétrer et coloniser le plateau tibétain que très récemment, et que c'était seulement les hommes, entre guillemets, modernes, hein, des Homo sapiens, il y a moins de 40 000 ans, qui avaient pu s'installer sur le plateau tibétain. Vous verrez que dans quelques semaines, quand on parlera des Denisoviens,
qui sont un groupe fossile du Pléistocène moyen, eh bien, vous verrez que quand même ces Denisoviens ont réussi à s'installer eux aussi sur le plateau tibétain. Ce qui est important surtout, c'est que donc, si dans la partie moyenne latitude, on a des changements très spectaculaires, vous voyez que cette zone tropicale qui est représentée en marron ici, qui est présente dans le sud de la Chine, eh bien, cette zone tropicale ne disparaît jamais complètement. C'est-à-dire que même pendant les périodes froides du Pléistocène supérieur, eh bien, dans le sud de la Chine, et alors a fortiori quand on passe dans le sud-est asiatique, on continue à avoir un environnement tropical, alors avec des forêts plus ou moins denses, plus ou moins ouvertes, mais c'est toujours des environnements tropicaux. Alors c'est quelque chose que les paléontologues ont observé depuis longtemps en étudiant les faunes de mammifères du Pléistocène d'Extrême-Orient. Et en particulier, je fais référence à un paléontologue chinois très célèbre qui a beaucoup travaillé avant-guerre, à Zhugudian en particulier. Vous vous souvenez, cette montagne aux os de dragon près de Pékin où on a trouvé des Homo erectus. Et donc, Pei et d'autres paléontologues ont décrit en Chine et en Chine et sur une partie de la péninsule indo-chinoise des faunes fossiles qu'ils ont appelées des faunes à stégodon Ailuropoda. Alors, je vais vous montrer dans un instant ce que sont ces animaux. Disons que sont des zones qui sont des zones de forêt assez denses dans lesquelles on trouve une faune qui est assez différente de la faune qu'on trouve plus au nord. Vous voyez le site de Zhugudian qui est près de Pékin, là. C'est une région qui, pendant le Pléistocène moyen, porte des faunes où on trouve plutôt des chevaux, des grands cervidés comme le mégalocéros, et donc un climat plus frais et puis des paysages plus ouverts. Alors cette faune à stégodon Ailuropoda, c'est une faune qui est caractéristique de ces environnements forestiers tropicaux. Et dans le fond, une des questions qui se pose, et c'est une question qui est assez récurrente, c'est de savoir si c'est une zone qui est vraiment très propice aux hominines et aux hominines anciens. On a assez peu de sites archéologiques ou paléontologiques qui sont associés à des environnements forestiers très couverts. Et évidemment, la question qui se pose, c'est toujours la même. Est-ce que cette rareté, elle traduit une absence d'hommes, c'est-à-dire qu'en gros, les hominines qui sont anciens ou même plus récents préfèrent des environnements ouverts qui ont une capacité porteuse plus importante, en tout cas plus accessible pour eux en termes d'exploitation de la faune, ou est-ce que c'est l'environnement de ces biotopes qui rend la conservation des fossiles, des sites problématiques? C'est une question qui se pose pour les formes anciennes, c'est une question, vous verrez, qui se pose aussi pour les Homo sapiens beaucoup plus tard. Donc, certains ont proposé que, en fait, pour les Homo erectus, pour le Pléistocène moyen, c'est-à-dire l'époque, en gros, pendant lesquelles cet environnement et cette faune a été repéré, eh bien, dans le fond, le peuplement de l'Extrême-Orient a dû se faire par le nord de l'Himalaya, par le nord du plateau tibétain, d'une part avec ces Homo erectus qu'on trouve à Zhugudian, et puis d'un autre côté, par le sud, le long de la voie asiatique sud, le long de l'océan Indien, avec peut-être ici, qui sait, une absence d'hominines, et de fait, on a assez peu de restes humains qu'on peut de façon certaine rapporter à ce genre d'environnement. Alors je vous montre quand même le stégodon, que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc le stégodon, c'est un éléphant avec des défenses absolument énormes, et de façon typique, dans cet environnement, il est associé au grand panda, donc c'est lui, Ailuropoda.
Et on a longtemps considéré que cette faune à stégodon et Eurypoda qu'on trouvait en Chine et dans le sud-est asiatique, c'est une faune qui correspondait en gros à la division Pléistocène moyen. Pléistocène moyen, je vous rappelle, c'est 780 000, 125 000. Alors maintenant, on sait qu'il y a des faunes à stégodon et Eurypoda plus anciennes, que c'est quelque chose qui commence dans le Pléistocène inférieur, et surtout que dans une partie du Pléistocène supérieur, en tout cas, on trouve encore ces faunes-là, en tout cas dans certaines régions. Alors, il n'y a pas que des stégodons et des pandas géants hein, dans ces environnements. On trouve aussi un grand tapir qui s'appelle Megatapyrus. Et puis on trouve aussi des primates, en tout cas des primates de grande taille, comme ce Gigantopithèque dont on va parler à l'instant. On trouve aussi des orang-outans. Aujourd'hui, les orang-outans, ça vit à Bornéo, hein, ça vit en Indonésie. On a à cette époque-là des orang-outans qui vivent sur le continent asiatique, en Chine, au Vietnam, dans des endroits comme ça. Une faune de grands primates assez riche. Et donc justement, on se demande si cet environnement des faunes à stégodon et Eurypoda, ce n'est pas une niche qui est plutôt pour les grands primates non humains que pour les primates humains, qui, eux, préfèrent des environnements plus ouverts. Alors, on a essayé de créer des zones à l'intérieur de cette faune pour reconnaître une sorte de chronologie dans leur évolution. En particulier, il y a, à un moment donné, la disparition de ce Gigantopithèque, très très grand primate apparenté aux orang-outans. Voilà, il y a des faunes à stégodon, à Eurypoda, mais sans Gigantopithèque, qui sont plus récentes que les autres. Alors, ce Gigantopithèque, alors, il y a une floraison de reconstitution de Gigantopithèque. J'ai beaucoup hésité à vous en montrer. Il y en a une sur l'affiche de mon cours. Cette créature qu'on voit entourée par des Homo erectus qui ont l'air très affairés, c'est un Gigantopithèque. Mais justement, la question qui se pose, c'est un petit peu par provocation que j'ai mis cette image sur mon affiche de cours, c'est est-ce que les Homo erectus ont vraiment fréquenté les Gigantopithèques? Et pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Bien parce que dans cette zone du sud de la Chine et puis du Vietnam, on trouve des dents de ce Gigantopithèque. Alors, le Gigantopithèque, c'est un animal assez formidable. Hein, vous voyez, on estime qu'il pouvait faire quelque chose comme 3 mètres de haut, hein, en tout cas redressé. Hein, donc, c'est voilà une mandibule de Gigantopithèque. Ce petit rectangle fait 3 cm, donc vous voyez la taille des dents, une mandibule de Gigantopithèque, c'est comme ça. Donc c'est un animal absolument extraordinaire qui a été découvert, décrit en particulier par von Königswald. Vous vous souvenez, ce chercheur d'origine allemande et qui s'était converti, j'allais dire, à la Hollande, et qui achetait des dents de mammifères fossiles dans les pharmacies traditionnelles chinoises. Et c'est comme ça qu'on a commencé à trouver des dents de Gigantopithèque. Et donc on a donc cette créature, encore une fois, qui est probablement apparentée à l'orang-outan. On a des vrais orang-outans dans ces environnements-là. Et puis, on a régulièrement des dents dont on a pensé parfois qu'elles étaient des dents qui appartenaient au genre Homo, hein, et on a même dit que c'était des dents d'Homo erectus. Donc il y a un certain nombre de sites, en particulier au Vietnam ou en Chine du Sud, où on a dit, voilà, on a des dents d'Homo erectus associées avant 300 000 ans avec les derniers Gigantopithèques. Eh bien maintenant, on se demande de plus en plus si ces dents isolées
qui sont souvent des dents usées, eh bien, ne sont pas plutôt des dents d'orang-outan ou même d'un grand singe qui est encore à identifier, qui est un singe un petit peu mystérieux. Et donc la question de l'association des gigantopithèques et des hommes dans ces sites-là, c'est vraiment quelque chose qui pose question. Alors, quand on descend encore plus vers le sud, là, ce qui va jouer, c'est, je vous l'ai dit, beaucoup moins le climat que les variations des niveaux marins. Et en particulier, toutes ces îles de la sonde, Java, toutes les petites îles qui après, Bali, Flores, Lombok, etc., toutes ces îles eh bien, sont poussées par la tectonique vers le nord, et puis surtout, leur connexion va être très fortement affectée par les variations des niveaux marins. Et quand on regarde en particulier ce qui se passe à Java, je vous rappelle que Java, c'est l'endroit où on a trouvé le premier Homo erectus, et l'endroit d'Asie où probablement on a les gisements à Homo erectus les plus riches, eh bien on voit une évolution assez nette des faunes au cours du dernier 1,5 million d'années, c'est-à-dire la période pendant laquelle on a ces Homo erectus, avec ce que j'ai appelé une continentalisation des faunes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on commence avec des faunes qu'on trouve dans des environnements qui sont des environnements de mangroves. Java était au départ constitué par des territoires un petit peu séparés, et puis il y a 2,5 millions d'années, il y a une immersion de zones comme la partie centrale de Java, par exemple, où en profondeur on a des dépôts marins. Donc un environnement de mangroves il y a 1,5 million d'années, avec des faunes assez appauvries, qui sont des faunes que typiquement on va trouver dans des îles. Pourquoi ? Eh bien parce que dans les îles, eh bien, il y a seulement certains animaux qui arrivent à faire la traversée depuis le continent. Donc il faut des animaux qui nagent bien, par exemple des éléphants, des stégodons, des hippopotames, des choses comme ça. Et puis tous ces animaux sont affectés par des phénomènes évolutifs assez curieux qui amènent les très grosses bêtes à devenir plus petites et puis les petites bêtes à devenir très grosses. Et on a en particulier des tortues géantes, par exemple. Donc ça, c'est un phénomène dont on va reparler à propos de certaines îles plus lointaines que Java. Au cours du Pléistocène, on va voir ces faunes s'enrichir de plus en plus. Pourquoi ? Eh bien parce que je vous rappelle qu'à partir de 800 000 ans, on a des cycles glaciaires qui sont des cycles beaucoup plus marqués, et donc on va avoir des émersions des territoires qui séparent Java du continent asiatique, et donc des arrivées de faune de plus en plus importantes, avec aussi des environnements qui sont un peu plus ouverts que ce qu'on trouve dans les environnements forestiers plus récents. Donc on part de faune appauvrie à une époque où Java est presque complètement séparé de Sunda, donc jusque vers 800 000 ans, avec ces éléphants qui ont tendance à réduire de taille, des hippopotames nains, des tortues géantes. C'est ce qu'on trouve en association il y a 1,6 million d'années avec les Homo erectus les plus anciens qu'on connaît à Java. Et puis, il y a 800 000 ans, donc on commence à rentrer dans ce qu'on appelait la révolution du Pléistocène moyen, c'est-à-dire ces cycles de grande ampleur. Et là, il y a une immersion très importante de toute la zone qui se fait de façon périodique. Et donc là, on a une faune qui est beaucoup plus équilibrée, qui est beaucoup plus influencée par les paysages et les environnements asiatiques. Donc c'est ce qu'on trouve en association avec les sites à Homo erectus les plus riches, comme ce site de Trinil. Vous vous souvenez, c'est le site où Dubois a trouvé son premier Homo erectus en 1890. Donc là, on a des environnements qui sont beaucoup plus équilibrés, si je peux dire, du point de vue de la faune, avec plus de prédateurs et puis une faune beaucoup plus riche. Donc, vous voyez, on évolue depuis, dans le centre de Java, de formations qui sont des formations marines,
Ensuite, des formations où on a plutôt des milieux palustres, des milieux de mangroves, et puis ensuite, on a des milieux qui sont ces dépôts fluviatiles où on trouve la plupart des fossiles d'Homo erectus qui ont été découverts dans cette zone-là. Une des questions qui se pose, c'est comment ces hominines sont arrivés jusque-là. On a quand même ce paradoxe, hein, et c'est quelque chose qui se présente souvent en paléanthropologie, hein, c'est qu'on a une fenêtre, j'allais dire que par chance, on peut ouvrir, et à travers laquelle on voit toutes ces populations, ces hominines fossiles très anciens, et ça, c'est lié en grande partie à des conditions de fossilisation qui sont très favorables. Et puis, par ailleurs, en Asie, je vous rappelle qu'à la même époque, hormis la Chine, on n'a pratiquement rien. Hein. C'est-à-dire que dans la péninsule indo-chinoise, ce qu'on croyait être des dents d'Homo erectus, c'est probablement des dents d'un autre grand primate non humain. Et puis, plus à l'ouest, il faut aller très très loin avant de trouver d'autres fossiles. Donc, une des questions, c'est comment se passe le peuplement humain de ces régions-là. Évidemment, il y a ces émersions de la plaque de Sunda qui rend les possibilités de déplacement beaucoup plus faciles, mais aussi on discute beaucoup de savoir quel genre de paysage existait dans ces régions-là. Et en particulier, il y a une hypothèse qui a été formulée il y a assez longtemps, dans les années 90, suivant laquelle il y aurait eu un corridor de savane au milieu de ces environnements tropicaux avec nos stégodons et toutes nos bêtes très, très inféodées à des milieux forestiers. Eh bien, on aurait une savane qui permettrait, peut-être qui aurait facilité l'arrivée de ces hominines, toujours avec cette idée, hein, que les hominines sont peut-être plus adaptés à des milieux ouverts ou assez ouverts qu'à des milieux forestiers denses. Alors, je vous signale cette hypothèse parce qu'elle existe dans la littérature. Elle est controversée. Tous les 2-3 ans, il y a un nouveau papier dans un sens ou dans l'autre pour dire non, non, c'est pas vrai. Il y avait de la forêt partout et même plus que maintenant. Et puis, j'ai vu très récemment un nouveau papier qui revient sur cette idée, avec des données isotopiques, qui revient sur cette idée que, voilà, en Thaïlande, ici, vers Krabi, on a des signaux isotopiques sur les faunes fossiles qui montrent qu'il y a des environnements ouverts pas très loin. Le type de site paléontologique et archéologique change aussi. Je vous montre ici quelques photos, alors des paysages qui doivent être familiers pour tout le monde, ces paysages ruiniformes qu'on trouve dans le sud-est asiatique, dans lequel on a des formations karstiques, hein, donc il y a des dissolutions intenses des massifs calcaires, avec un enfoncement du cours des rivières qui donne ces paysages tout à fait particuliers du sud de la Chine et du Vietnam, du Laos aussi. Je remercie au passage ma collègue Anne-Marie Bacon qui m'a passé ces photos qui viennent du Laos. Donc ces formations sont très importantes parce que ce sont elles qui ont joué le rôle de piège à fossiles pour nos faunes à stégodon à Eleuropoda du sud de la Chine et du sud-est asiatique. Donc nos dents de gigantopithèques, elles viennent essentiellement d'endroits comme ça. C'est seulement beaucoup plus tard, et encore une fois à cause de ces phénomènes de changement climatique et de tectonique des plaques aussi, qu'on voit apparaître des formations karstiques comme ça à Java ou à Flores. Là, on est plutôt autour du milieu du Pléistocène moyen, vers 600 000, 400 000, 300 000. Alors, maintenant que vous êtes instruit sur toute la géographie de l'Asie et les variations de cet environnement, on va essayer de faire y arriver des hominines. Et je vous rappelle que les hominines, eh bien, c'est de par là qu'ils viennent. Hein. Au-delà de 2 millions d'années, vous verrez que
peut discuter de la date à quelques centaines de milliers d'années près, mais en gros, avant 2 millions d'années, on n'a pas d'hominines en dehors d'Afrique. Donc en Afrique, on a une longue évolution qui a commencé il y a au moins 7 millions d'années, avec Toumaï, avec les premiers hominines, une radiation des australopithèques à partir d'un peu plus de 4 millions d'années, et puis beaucoup plus tard, l'apparition du genre Homo, et c'est le genre Homo, apparemment, mais vous verrez que c'est aussi quelque chose qui est discuté, qui va être celui qui va sortir d'Afrique. Alors, le problème des premiers peuplements de l'Asie, c'est que on a beaucoup de sites, pratiquement partout, il y a des gens qui trouvent des outillages très frustes et qui les publient en disant voilà, on a des choses qui ressemblent à de l'oldowayen, comme en Afrique de l'Est, et qui doit avoir 2 millions d'années ou plus. Souvent, ce genre de publication fait une sorte de confusion entre la technique qui est utilisée pour produire ces outils et puis leur âge. Alors, le problème, c'est que des outils très frustes, on n'a jamais arrêté d'en fabriquer. On a continué très très longtemps à fabriquer des choses très simples. Et malheureusement, souvent, ces outillages ne sont pas vraiment en place et il y a une grande difficulté pour les dater de façon précise. En fait, le site le plus ancien, qui soit un site stratifié, dans lequel on a des couches à l'intérieur desquelles on a de la faune et des outillages, là en plus on a des restes humains, et qui est absolument, j'allais dire, solide dans sa datation, c'est le site de Dmanisi qui se trouve en Géorgie. Alors on est sur le flanc sud du Caucase, et c'est dans cet endroit-là qu'on a trouvé les premières traces certaines, il y en a des plus anciennes, mais qui sont beaucoup moins certaines, d'hominines en dehors d'Afrique. Alors le site de Dmanisi, c'est un site qui se trouve au confluent de deux rivières, et en fait, vous voyez que toute la région est couverte par d'énormes coulées de basalte. Il y a un volcanisme qui est assez intense. Vous voyez ces couches de basalte de l'autre côté de la vallée qui recouvrent aussi ce plateau triangulaire. Et dans ces basaltes, il y a des cavités naturelles qui se sont formées, qui ont été formées par l'érosion et dans lesquelles des carnivores ont habité, et puis aussi, à l'occasion, des hominines. Et non seulement ils y ont habité, mais ils ont laissé quelques outillages. Alors c'est un site, on pourrait passer 1 heure à parler de Dmanisi, c'est un site absolument extraordinaire. Je pense que c'est le site le plus important à l'échelle planétaire pour cette période-là. Il a été découvert par des archéologues qui étaient des archéologues médiévistes qui fouillaient un village médiéval, une petite ville médiévale, et en fouillant les caves des maisons, il y avait des silos. En vidant ces silos, qui étaient des silos de réserve de nourriture, un jour, quelqu'un a sorti une dent de rhinocéros qui paraissait pas très médiévale, et on est allé chercher des paléontologues qui ont dit « mais attendez, cette bête-là vivait il y a plus d'1 million d'années, c'est pas possible que ce soit une bête médiévale ». Et donc, on s'est mis à fouiller dans les caves des maisons, et on a trouvé une mandibule humaine qui était, elle non plus, pas très médiévale. Donc c'est comme ça que le travail a commencé à Dmanisi. Et donc on a, dans ces cavités creusées dans des sédiments qui sont au-dessus des basaltes, ou parfois dans les basaltes, on a des accumulations d'ossements, certains qui sont dus à l'activité de carnivores. Il y a une faune de carnivores absolument extraordinaire, avec des félins canines en lappe de sable, des guépards géants, il y a aussi une sorte de jaguar eurasiatique qui vit là, enfin des tas d'animaux que vous n'avez pas tellement envie de rencontrer. Et on a des restes humains incroyablement bien conservés. Moi, j'ai eu la chance, lors d'une de mes visites de ce site de Dmanisi, d'assister en direct à la découverte de ce crâne, là, qui est le crâne 5.
Les paléontologues qui étudient beaucoup de fossiles humains, en fait, ont rarement l'occasion d'en voir un découvert, et encore plus rarement d'en découvrir eux-mêmes. Et là, vraiment, ça a été un privilège tout à fait extraordinaire. Alors, ces restes d'hominines sont des restes qui sont extrêmement bien datés. Pourquoi ? Je vais vous montrer ça dans un instant sur sur une petite coupe géologique, surtout à cause de la présence de ces formations volcaniques. Alors, parfois, la datation des sites est problématique. Quand on a des dépôts volcaniques, là, c'est formidable parce que le volcanisme produit des minéraux, en particulier des cristaux de différents types, qui sont, j'allais dire, du gâteau pour les gens qui font de la datation radiométrique. Et donc, on a des dates très, très précises pour ces hominides autour de 1,78 million d'années. Vous voyez, c'est assez précis quand même. Hein. Et donc, on est en deçà des 2 millions d'années, dans un milieu qui est un milieu tempéré, avec une faune très, très, très riche. Et on a, dans ce site de Dmanisi, une série d'hominines absolument extraordinaires qui ont été découverts au fil des années. Alors, on a trouvé cela d'abord. Hein, donc, on a reconnu un garçon et une fille. On s'est empressé de faire des reconstitutions. On leur a donné des petits surnoms. Jusqu'au jour où on a trouvé celui-là. Alors d'abord la mandibule qui ne collait pas tellement avec le reste, et puis après le crâne, on s'est rendu compte que probablement le garçon et la fille n'étaient peut-être pas un garçon et une fille, que le garçon c'était peut-être celui-ci, trop tard pour changer les surnoms. On a une grande variété de formes dans un même site qui a amené certains paléoanthropologues à reconnaître des espèces différentes dans le gisement. Alors en fait, vous vous souvenez peut-être, Philippe Reitmeier, qui travaille sur ces hominines, était venu ici, je crois, en 2014, présenter une conférence sur ces hommes de Dmanisi. On les considère aujourd'hui comme une forme primitive d'Homo erectus. Vous vous souvenez que les Homo erectus, on les a trouvés pour la première fois en Asie, on les a trouvés à Java, on les a trouvés en Chine, mais la plupart de ces Homo erectus, en tout cas les premiers qu'on a découverts, c'était des Homo erectus relativement récents, du Pléistocène moyen, et c'est beaucoup plus tard, on en parlera la prochaine fois, c'est beaucoup plus tard qu'on a trouvé des Homo erectus en Afrique au-delà du 1,5 million d'années. Donc ici, à Dmanisi, on a plutôt quelque chose qui rappelle les formes les plus anciennes d'Afrique, mais quand même avec des caractères qui laissent perplexe. Un système masticateur incroyablement puissant, combiné à des capacités crâniennes qui parfois sont à la limite de ce qu'on accepte, si je peux dire, pour Homo erectus. On est en dessous de 700 cm3 de capacité crânienne. Donc, des formes très primitives qu'on a parfois rapprochées même d'autres espèces du genre Homo, comme Homo habilis. Mais quand même, disons d'une façon générale, on a plutôt quelque chose qui doit être attaché au Homo erectus, avec des proportions corporelles qui sont des proportions corporelles qui rappellent assez les nôtres. On en parlera la prochaine fois quand on détaillera un petit peu Homo erectus. Donc, si on en croit cette découverte de Dmanisi, ces restes dont je vous dis qui sont les seuls qui sont vraiment garantis, très anciens en Eurasie, au-delà d'1,5 million d'années, eh bien, encore une fois, ce qu'on a en Afrique à cette époque-là et qui correspond le plus, c'est des Homo erectus, des formes anciennes d'Homo erectus. Et je vous rappelle pour mémoire les dates les plus anciennes qu'on a pour les Homo erectus en Afrique de l'Est, un peu en dessous de 2 millions d'années, enfin, au-dessus de 2 millions d'années dans la stratigraphie. Donc, je dirais la solution la plus conservatrice,
c'est de considérer que les hominines qui sont sortis d'Afrique, les premiers, sont des Homo erectus. Mais il y a des arguments parfois pour proposer d'autres formes anciennes d'Homo, comme les premiers colonisateurs de l'Eurasie. Alors je reviens rapidement sur la stratigraphie de Dmanisi pour vous parler des outillages qui ont été découverts avec ces restes humains. Donc ces restes humains, ils viennent de remplissage, vous voyez ce qui est représenté ici comme une petite cheminée avec des lettres R, donc des remplissages dans des formations plus anciennes qui couvrent ces basaltes. Donc les basaltes sont relativement bien datés et on a au-dessus des formations qui correspondent du point de vue de la polarité magnétique qui correspondent à un épisode normal et qui sont remplis par des sédiments qui correspondent à une polarité inverse du champ magnétique terrestre. Alors quand on essaie de faire coller cette stratigraphie assez compliquée avec les diverses inversions du champ magnétique terrestre, eh bien, on est bien obligé évidemment de tenir compte de l'âge des basaltes, eh bien, on se situe par là, c'est-à-dire dans une période inverse qui est la période de Matuyama, avec en dessous un épisode qu'on appelle l'épisode d'Olduvai et qui correspond à l'âge de ces hominines. Alors, dans les sédiments, donc les restes humains, eux, sont trouvés dans le remplissage de ces cheminées, mais on a aussi dans le mur, si je peux dire, de ces cavités, on a des restes d'outillage qui ont été découverts et qui sont donc plus anciens que les restes d'hominines et donc qui, eux, correspondent à cet épisode d'Olduvai. Alors, ce sont des outillages qui sont extrêmement simples. On avait parlé de cette évolution en Afrique de ce qu'on appelait le mode 1 et le mode 2, c'est-à-dire des outils sur éclat, très simples, l'oldowayen, et puis beaucoup plus tard, vers 1 750 000, l'apparition des bifaces et de ce qu'on va appeler l'acheléen. On est là clairement encore dans des industries de mode 1, et si on considère l'âge qui a été établi pour ces industries, on a à la fois un peuplement de l'Europe qui s'est fait par des Homo erectus, mais en même temps un peuplement qui a dû se faire avant l'apparition de l'acheléen en Afrique. Donc, vous voyez, on est bien dans cette fourchette de temps entre 2 millions d'années et 1 750 000. Alors maintenant, si on regarde un peu plus à l'est ou au sud, on a toute une série de sites qui ont été décrits en Israël, au Pakistan, avec toujours ces outils très simples, des éclats, des galets qui paraissent aménagés, et parfois des âges qui sont des âges estimés supérieurs à celui de Dmanisi. Alors, je vous les montre pour mémoire, pour que vous sachiez que ça existe, mais tous ces sites sont extrêmement contestés, discutés, essentiellement à cause de l'âge que l'on peut leur attribuer. Vous voyez parfois que ce sont des âges avec de très très grandes incertitudes, donc on n'a pas du tout de façon certaine des choses plus anciennes, nettement plus anciennes que Dmanisi dans ces assemblages. Et parfois, c'est même la nature humaine, artificielle de ces objets qui est contestée, parce que quand on a affaire à des industries très frustes, très simples, parfois des cailloux cassés naturellement donnent l'impression d'avoir été fabriqués par l'homme. Alors, quand on arrive en Extrême-Orient et qu'on arrive dans le sud-est asiatique et dans les îles de la Sonde, on a
pas mal de sites anciens, en tout cas qui ont été proposés comme anciens. Certains sont très célèbres, comme par exemple le site de Yuanmu, dans le sud de la Chine, dans le Yunnan. Alors c'est un site qui, dans les années 90, a été daté de 1,7 million d'années. Et c'est un site où on a trouvé 2 incisives qui semblent être des incisives humaines. Et donc, ces collègues chinois, quand ils ont publié ça, bien, vous voyez, avaient des dates qui étaient très très proches des dates de Dmanisi. Alors, ce site de Yuanmu a été malheureusement beaucoup plus contesté que les découvertes de Dmanisi. Pourquoi? Bien parce que la stratigraphie de ce site a l'air assez perturbée. On a des faunes qui ont plus archaïques, qu'on trouve parfois superposées à des faunes beaucoup plus évoluées. Donc on se demande s'il n'y a pas eu un bouleversement du site. Et puis surtout, ces dates très anciennes sont fondées, encore une fois, sur une interprétation du paléomagnétisme. Et le paléomagnétisme, je le répète souvent, hein, c'est une méthode qui est très intéressante si on peut caler cette succession de touches de piano noires et blanches sur une date précise quelque part. Et ensuite, on peut suivre cette succession. Mais quand on n'a pas de date, en tout cas de moyen simple de caler une de ces zones, eh bien là, ça devient quand même beaucoup plus difficile parce que, encore une fois, je reprends cette image du clavier de piano, on peut très très bien faire glisser le piano, en tout cas le clavier du piano d'un côté ou de l'autre. Et pour mémoire, je vous montre une publication qui a vu le jour quelques années plus tard par des collègues japonais qui ont repris la stratigraphie de Yuanmu et qui ont essayé d'interpréter cette succession de périodes inverses et normales dans la stratigraphie et qui, eux, sont arrivés à un âge beaucoup, beaucoup plus récent, autour de 600 000 ou 500 000, quelque chose comme ça pour Yuanmu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des spécialistes pensent que Yuanmu, ces dents sont plutôt du Pléistocène moyen, peut-être la base du Pléistocène moyen, mais en tout cas pas beaucoup plus ancienne. On a récemment, c'est en 2018, on a eu aussi une publication qui a fait pas mal de bruit, qui est sortie dans Nature, d'outillage découvert dans ces séries de l'os du Shaanxi. Et vous voyez, toutes ces zones que vous voyez brun clair, brun foncé, représentent des couches de l'os, ce sédiment très fin qui est déposé par le vent dans des zones qui ne sont pas très loin de zones périglaciaires, avec des zones plus foncées qui sont des paléosols, une altération de ces leuses par un climat un peu plus clément. On est à peu près dans le centre de la Chine. Et là, eh bien, nos collègues chinois ont décrit des outillages. Alors, bon, certains sont assez convaincants, d'autres beaucoup moins. Et puis, toujours pareil, avec une interprétation par paléomagnétisme, on aboutit à un âge, pour les niveaux les plus anciens livrant ces outillages, autour de 2 100 000. Donc on est un peu au-delà de Dmanisi. C'est un site qui est un petit peu quand même discuté. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est une pente très très raide. Et donc, voilà, le caractère en place de ces industries dans tous ces niveaux a été discuté. On s'est demandé s'il n'y avait pas des industries un peu plus récentes qui étaient descendues dans des fissures de niveau inférieur. Je passe à ce qui est, j'allais dire, plus solide et sérieux en Chine. Enfin, non pas que ce que je viens de vous montrer ne soit pas sérieux, mais disons que ça prête à discussion. En fait, je pense qu'en Chine, les sites qui sont de façon, j'allais dire, certaine, des sites très anciens, sont les sites du bassin de Nihewan, qui est un site du nord de la Chine, pas très très loin de Pékin vers l'ouest. Et là encore, on a des stratigraphies très très importantes où on a pu à la fois faire du paléomagnétisme et puis mettre en évidence des faunes, des industries.
et on a, je crois, quelque chose qui est assez solide. Donc vous voyez que, en tout cas, si ce n'est pas 2 millions d'années, mais pas très longtemps après, on a une présence d'hominide assez loin vers le Proche-Orient. Et puis, pour finir, je vous rappelle qu'à Java, un des premiers fossiles découverts par von Königswald dans les années 30, c'est ce petit crâne d'un bébé, en fait, d'Homo erectus, qui vient du site de Mojokerto. Et les âges qu'on a fournis pour ce site-là, les âges les plus récents, tournent autour de 1,5 million, 1,6 million. Donc on a là aussi vous voyez, quelque chose qui n'est pas très très loin de ces sites de Nyéwan. On a à Sangiran, dans le dôme de Sangiran, dans la partie centrale, ces couches qui se trouvent en dessous du million d'années. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de fossiles d'hominines qui étaient associés à ces milieux palustres, à ces milieux de mangroves. Eh bien, on a là les Homo erectus, ne sont pas très nombreux, les plus anciens, qui datent peut-être autour du 1,5 million, du 1,6 million, avec des dates qui sont un petit peu incertaines parce que souvent on n'a pas la provenance exacte, très très précise de ces restes. Donc, après cette revue assez rapide de ces premières présences des hominines en Asie, je voudrais que vous gardiez en mémoire que cette présence elle est extrêmement conditionnée par la géographie et par le climat, que c'est probablement surtout la zone sous-himalayenne qui a été la première peuplée. On a une présence hors d'Afrique il y a 1,8 million d'années. On a peut-être des indices de quelque chose de plus ancien. Alors si c'est plus ancien que 2 millions d'années, là ça pose un petit peu problème sur la nature, l'identité de ces hominines, puisque des Homo erectus de plus de 2 millions d'années, pour l'instant, on n'en connaît pas. Mais si on se fie à ce qui est le plus solide, on peut quand même en rester à cette position conservatoire de Homo erectus, qui est un hominine qui est adapté à des milieux ouverts, qui est libéré des arbres par rapport aux australopithèques ou aux autres hominines, et qui a su s'adapter à des environnements très variés, avec quand même une question sur la capacité de ces hominines à vivre dans des milieux forestiers denses. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur ces sites du sud de la Chine, du Vietnam, ces sites qui livrent des faunes à Stégodon Aeropoda et puis des dents de gigantopithèques. Dans le fond, on a quand même des doutes sur la présence de l'homme dans ces sites-là. On aimerait bien en trouver, mais pour l'instant, on n'en a guère. Juste pour finir, un mot à propos des industries qui sont associées à ces hominines. Il y a un concept qu'il faut que vous connaissiez parce que c'est quelque chose de classique, c'est le concept de ligne de Mobius. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de ligne de Mobius? C'est une ligne qui a été décrite par un archéologue américain qui était professeur à Harvard et qui avait remarqué qu'il y avait une zone du monde qui couvre l'Afrique, l'Europe, une partie du Proche-Orient jusqu'à l'Inde, où on trouve des bifaces, ces fameux bifaces acheléens, et puis une zone où il n'existait pas, enfin en tout cas à l'époque de Mobius, lui n'en voyait pas. Alors c'est quelque chose qui a été interprété de différentes façons, une des idées étant que dans le fond, l'expansion des hominines en Asie s'était opérée avant l'invention de l'acheléen, et donc que l'acheléen s'avait diffusé hors d'Afrique plus tardivement. Alors maintenant qu'on a découvert des bifaces très anciens en Inde, par exemple, on remet en cause cette idée, et une des objections au concept de ligne de Mobius, c'est que en Europe, les bifaces n'apparaissent pas avant 650 000, et on ne voit pas très bien pourquoi ils n'auraient pas apparu avant. Pourquoi cette différence d'âge entre l'Europe et puis d'autres parties de cette zone de l'acheléen. L'idée quand même qui se fait jour de plus en plus, c'est que
en fait, ces outils qui nous paraissent très stéréotypés, en fait, pourraient avoir été inventés séparément par différents groupes. Et ça expliquerait pourquoi, par exemple, en Europe, dans l'ouest de l'Europe, on a beaucoup de bifaces à certaines époques, alors que quand on se déplace vers l'est, disons à l'est du Rhin, eh bien, les bifaces disparaissent, ce qui est un petit peu contre-intuitif si on imagine qu'ils arrivent d'Afrique. Alors, qui plus est, on a découvert en Asie, vous voyez, tous ces points rouges sont des endroits où on a des sortes de bifaces, ce que les archéologues appellent large cutting tools. Alors c'est vrai qu'ils sont taillés sur leurs deux faces, mais ils ne ressemblent pas vraiment à ces bifaces africains typiques. Vous voyez, regardez le profil, ça c'est une coupe de ce biface. J'allais dire, ça ressemble pas vraiment. Sur le dessin, ça ressemble à un biface, mais quand on y regarde de près, c'est un biface un petit peu curieux. On a dans le sud de la Chine un site qui s'appelle Bose, où on a aussi des grands outils comme ça. Donc tout ça suggère quand même plutôt des inventions séparées quand les hommes ont eu besoin de ces grands outils. Voilà, pour finir, et c'est promis, je vous lâche, je voudrais simplement souligner le fait que si on joint par une ligne le site de Dmanisi et le site de Nihewan en Chine, qui sont des sites, j'allais dire, solides dans leur datation, vous voyez que ces premiers peuplements d'hominines de l'Eurasie, pas seulement de l'Asie, mais aussi de l'Europe, eh bien, sont des peuplements qui se font tous en dessous de 40 degrés de latitude nord. Et bon, moi, j'ai un petit peu de mal à imaginer que ces peuplements sont faits par le nord de l'Himalaya. Je pense que c'est plutôt la voie tropicale qui a joué et probablement des circulations nord-sud quand on arrive ici en Extrême-Orient. Voilà, je vous remercie. La prochaine fois, on explorera plus particulièrement ces Homo erectus, leur anatomie, leur adaptation, avant de passer à des hominines plus récents. Merci.